Monterey à jour pour les Mac M2. M2 justement, premier bench. Apple s'en mêle les pinceaux avec Stage Manager sur iPad. Mail programmé. Début de polémique. Jeudi 16 juin 2022. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 13. Bonjour à tous. Une nouvelle mise à jour 12.4 de macOS Monterey spécifiquement pour les Mac M2, un mois après la sortie de la 12.4, alors que les Mac M2 et la puce du même nom n'avaient pas encore été annoncés. A priori, seuls les Mac M2 voient cette mise à jour possible, Eli. Pas de changement de numéro. En revanche, la build évolue et passe de 21F2092 à 21F79. Bon, ça veut dire que Monterey est vraiment prêt pour le M2. Ben oui, et puis c'est pas étonnant, mais c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de petites nouveautés comme ça en surprise, mais quand il y a une nouvelle machine qui sort, généralement il y a une nouvelle build du logiciel. Généralement ça correspond, quand c'est le cas d'un iPhone, à une mise à jour complète d'iOS, mais il est déjà arrivé par exemple lors de la sortie du SE2 qui est une mise à jour incrémentale, je ne me rappelle plus laquelle, mais forcément, ça tient compte des nouveautés qu'il y a dans la machine, le fait que le M2 doit gérer par exemple le touch bar ou les nouvelles entrées-sorties ou s'il y a quelque chose de particulier. Il y a toujours des petites choses. Donc c'est une build mineure. Hein. Il ne faut pas chercher à la faire parce que d'abord, vous n'avez pas de M2 et ça ne vous apportera rien. Mais c'est comme ça qu'Apple procède. Et on est impatient déjà de découvrir ce que donne M2, dont on va parler tout de suite après, en attendant de voir le MacBook Air un jour. Et une build qui arrive 36 heures avant l'ouverture des commandes pour le MacBook Pro 13 pouces M2. Les premiers Mac équipés de ce nouveau processeur M2 annoncé pendant la dernière WWDC ont dû arriver entre les mains des premiers journalistes et influenceurs. La preuve, on trouve sur le site geekbench.com des résultats de tests de puissance d'un Mac encore inconnu au bataillon, juste désigné par un numéro de modèle 14,7. Et ces résultats correspondent à peu près à ce que l'on peut attendre du M2, à savoir environ 12% de mieux pour les calculs monocœurs et quasiment 20% de mieux pour le multicœur. Pas mal pour une puce qui n'est, comme on sait, qu'une évolution relativement mineure du M1. On apprend aussi que le M2 tourne à 3,49 GHz contre 3,2 GHz pour le M1. Eli, est-ce que tu es plutôt content ou déçu par ces tout premiers bench du M2? En fait, ça correspond à ce qui avait été annoncé et ce qu'on prévoyait. Et donc, c'est une augmentation incrémentale qui correspond à ce qu'Apple a écrit, hein, d'ailleurs, dans la petite slide qu'on avait vue à la keynote. Ce qu'il y a, c'est que généralement, les journalistes ont retenu le 40% qui était dans le Neural Engine, alors que ce qu'on teste dans Geekbench, c'est le monocœur et le multicœur. Et là, on est à peu près dans ce qu'a dit Apple, hein, donc un tout petit peu mieux puisque les tests de monocœur, c'est entre 11 et 12, hein, suivant comment tu fais l'opération. On a eu un petit débat avec Fabrice à ce sujet parce que en fait, Geekbench te donne un chiffre. Donc tu compares l'ancien par rapport au nouveau et tout dépend si tu divises le premier par le deuxième ou si tu multiplies le deuxième par le premier, mais tu es entre 11 et 12. Donc on a eu un débat tout à l'heure là-dessus. Mais pour le reste, non, franchement, c'est pas mal. Et puis, rappelez-vous que Frédéric nous a expliqué en détail tout ce que ça allait apporter et que Geekbench n'est pas capable de mesurer, puisque c'est un test qui est destiné à tous les ordinateurs de la planète. Donc, c'est une bonne évolution sans être une révolution. En pleine tempête médiatique au sujet de Stage Manager et du fait qu'il ne pourra fonctionner que sur des iPad M1, voici que des développeurs un peu curieux ont trouvé dans le code de la bêta d'iPadOS 16 une façon d'activer le chamois, qui est le nom de code de Stage Manager, dans des legacy devices, c'est-à-dire des iPads non M1. Bien entendu, ceci ne veut nullement dire que ces API ne seront pas retirées par Apple dans la version finale, mais en attendant, Eli, ça nous permet de rêver un peu, n'est-ce pas ? Écoute, oui, ça serait vraiment génial. Bien sûr, à condition que l'expérience utilisateur ne soit pas dégradée, comme nous l'a expliqué notre camarade Air Force One. On l'appelle par son nom de code maintenant. Donc,
Donc, à ce sujet-là, d'ailleurs, des développeurs ont suggéré à Apple un certain nombre de choses pendant la WWDC. Ils ont demandé à Apple s'il ne serait pas possible de limiter la résolution des écrans externes pour des machines non M1, bien sûr, ou de limiter éventuellement le nombre d'applications ouvertes. Puis un autre développeur a dit à Apple, mais je ne comprends pas bien parce que Stage Manager, pourtant, ça fonctionne sous Ventura. Ça, on est d'accord avec lui. Ventura qui fonctionne bien sur des Mac Intel, on est d'accord avec lui. Et les Mac Intel jusqu'en 2017. Donc, il a dit à Apple, bon, si vous êtes capable de faire fonctionner ça sur un Mac Intel de 2017, ne me dites pas que vous ne pouvez pas faire fonctionner ça sur un A15, par exemple. Donc, voilà, il y a polémique, mais ça veut dire, en fait, pour résumer ça, que si Apple veut se pencher sur l'optimisation de Stage Manager sur iPadOS, il pourrait le faire. Donc, on va leur dire cette phrase célèbre « Yes, you can, so do it ». Suite des annonces de la WWDC, on commence à en savoir un peu plus sur les nouvelles fonctions de mail et notamment sur les fonctions d'envoi différé et de rappel. La première permet de rédiger un courriel et d'en programmer l'envoi à une heure ou à une date ultérieure. La seconde permet de faire disparaître un message de la boîte de réception jusqu'à une date choisie à l'avance. C'est pratique, mais il faut savoir que, en tout cas pour l'instant, puisque nous n'en sommes qu'aux premières bêtas de tous les OS, ces réglages restent liés à la machine sur laquelle on les fait. Autrement dit, si on se programme un rappel de mail pour le lendemain sur son Mac, il ne disparaît pas de la boîte de réception sur l'iPhone. Et aussi, si on programme un envoi différé, c'est bien la machine qui s'en charge et donc elle doit rester allumée à l'heure dite pour que ça marche. Bon, ça c'est un peu décevant, non, Eli ? Ça dépend de la machine, parce que si c'est un portable, rappelle-toi que même avec la machine fermée, le mail peut être envoyé de même qu'on les reçoit. Ça, c'est PowerNap qui gère ça. Maintenant, dans ces deux fonctions, il y en a une que je comprends bien, différer l'envoi d'un mail parce qu'on l'a préparé et qu'on veut qu'il parte à un moment donné, je comprends. Le fait de faire disparaître un mail avant une heure qu'on a prévue, c'est vachement dangereux parce que si je me programme un mail et dis je veux surtout pas le voir avant la semaine prochaine, je vais avoir tendance à l'écrire 3-4 fois, donc parce que il n'apparaît pas dans ma boîte, je vais dire putain, il a disparu, qu'est-ce que c'est, et je vais le réécrire. Donc je ne comprends pas à quoi ça pourrait servir, mais j'attends qu'Apple nous l'explique, donc voilà. Après, c'est encore les premières bêtas, donc Apple a encore la possibilité, évidemment, de changer le fonctionnement d'un certain nombre de choses. Donc, attendons un peu. Avant même qu'iOS 16 n'arrive sur nos appareils à l'automne prochain, voici déjà une polémique sur la fonction qui permet d'annuler un e-message envoyé dans une situation de violence conjugale. Dans une lettre adressée à Tim Cook, une avocate explique un scénario où un harceleur pourrait envoyer des menaces à répétition qu'il pourrait effacer dans les 15 minutes. La personne harcelée n'aurait alors aucune preuve et ce serait sa parole contre celle de son harceleur, ce qui serait un énorme problème, Ellie. Mais oui, écoute, moi j'ai tendance dans ces cas-là à faire plutôt confiance à Apple parce que c'est des problèmes qui vraiment leur tiennent à cœur. L'avocate qui a écrit cette situation qu'elle a imaginée, Tim Cook s'est saisi du message et il n'a pas hésité à le partager avec les journalistes qui ont publié cet article. Il a publié le texte de la lettre envoyée par l'avocate. Et donc... moi, dans un cas comme ça, je comprends très bien ce type de scénario et je pense qu'Apple a encore le temps, d'ici la sortie finale, de mettre des mécanismes dans certains cas, je suppose, pour éviter ce genre de choses. Ils ont beaucoup maintenant d'intelligence artificielle, de Neural Engine. Peut-être que par des mots-clés, ils peuvent justement contrôler ça ou peut-être qu'ils peuvent mettre un mécanisme. Mais honnêtement, je leur fais confiance parce que si jamais ça arrivait, alors là, immédiatement, ça serait un énorme scandale et tout le monde tirerait sur Apple à boulet rouge. Donc, je pense que ça va être réglé. La quotidienne iWeek revient demain.